canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui, c'est un acteur qui a eu une carrière incroyable, impressionnante dans l'histoire du cinéma en général et du cinéma français en particulier. On a beaucoup de choses à dire sur cet acteur, il s'appelle Jean Gabin, et déjà on peut là pour le coup, comme disait Lino Ventura, dans une pièce il n'y a pas de meuf, vous mettez Gabin, il remplit la pièce. Et aujourd'hui, pourquoi Jean Gabin? Parce que ce livre, Jean Gabin, édité chez Capricci, dans la collection Stories, et je salue Capricci pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et l'auteur de ce livre, c'est Sébastien Jiménez, qui est là, qui a accepté d'être parmi nous pour reparler, pour comprendre un peu pourquoi Gabin, pourquoi pas Gabin, comment Gabin avant, aujourd'hui, comment il est vu par la nouvelle génération aussi, c'est important. Il y a plein de choses, plein de questions, c'est une histoire que vous racontez. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté cet entretien. Bonsoir et merci de m'inviter. Je vous en prie. Question extrêmement indiscrète. Quel âge avez-vous? Moi, je vais avoir 50 ans à la fin de l'année 2022. Donc, bon, on est presque un demi-siècle. On est un peu de la même génération, je vais en avoir 46. Et donc, on fait partie de cette génération qui avons grandi avec les rediffusions à la télévision de beaucoup, de nombreuses fois de films de Gabin, surtout peut-être la dernière période de sa vie, mais peut-être ça on va aussi en parler. Et j'ai une question extrêmement basique. Pourquoi écrire aujourd'hui un livre sur Jean Gabin? Vous pourriez me dire pourquoi pas, mais parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, qui ont été filmées, qui ont été écrites. Et donc la question c'est de savoir, moi je suis content qu'il y ait un livre sur Jean Gabin, ça, je suis très content, surtout quand ça vient de ma génération, mais pourquoi vouloir écrire aujourd'hui sur Jean Gabin? C'est une longue filmographie, près de 100 films, qui a couvert du début des années 30 jusqu'à la seconde partie des années 70. Donc je savais en proposant cet acteur-là qui aurait une manière à parler, c'était à moi après de synthétiser et de me plier à, comment dire, à la collection proprement dite, qui est une collection en fait où on parle sans être une biographie, on parle d'un acteur, on essaye de donner envie de le découvrir ou de le redécouvrir en 15 chapitres, 12 à 15 chapitres tout au plus. Et Gabin, en plus de ça, pour moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai d'abord découvert Gabin enfant. Je voyais un vieux monsieur, moi, quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais vu jeune, Gabin, quand j'étais enfant, parce que tous les films qu'on voyait, c'était d'abord les films de la seconde partie des années 50, 60, le film avec De Funès, avec Bourvil, La traversée de Paris. Et je l'ai toujours vu vieux. Puis après, plus tard, sur les 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, pour moi, c'était un meuble, Gabin. C'était quelqu'un qui faisait toujours la même chose, tout était construit dans ses films, tout était construit autour de lui. On voyait qu'il était au centre du récit, que c'était des films qui se ressemblaient beaucoup dans l'architecture, dans la manière de le mettre en scène, et je trouvais que c'était quelqu'un qui jouait pas beaucoup et qui faisait toujours la même chose. Et c'est après, avec le temps, en voyant un, puis deux, puis trois films, que j'ai découvert qu'en fait, Gabin, c'était pas que ça, c'était pas un acteur monolithique, qu'il était passé par différentes périodes avant d'en arriver là. Et pour moi, l'intérêt aussi de la collection Capricci Story, c'était de raconter un parcours, parce que Gabin, c'est un acteur qui a beaucoup évolué de son début de carrière à sa toute fin. Et c'était l'occasion de montrer comment il en était arrivé à cet acteur un peu monolithique sur sa fin de carrière, en plusieurs étapes. Mais ce qui est assez troublant, c'est que le livre s'ouvre sur une très très belle anecdote. C'est le premier chapitre que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai appris grâce à votre livre. Vous racontez une histoire Gabin enfant je vais vous laisser la raconter et puis ensuite je vous expliquerai pourquoi j'insiste beaucoup sur ce premier chapitre. Donc il y a Gabin qui est enfant et
et il tombe nez à nez avec une troupe de soldats. Oui, Gabin a grandi dans une commune de la campagne, enfin maintenant qui est devenue presque l'Île-de-France, à Mériel, en Seine-et-Oise, enfin dans l'Oise. Et c'est un enfant de la campagne. Ses parents étaient artistes, sa mère était une chanteuse, son père était un chanteur de revue qui continuait sa carrière, lui, tandis que sa mère avait abandonné sa carrière pour élever ses frères et sœurs. Gabin est le dernier né d'une fratrie de 6 ou 7 frères et sœurs. Et Gabin a grandi à la campagne. C'était un enfant qui voyait quasiment jamais son père parce que son père donc était à Paris la journée, rentrait tard le soir, il faisait que se croiser. Il a grandi avec sa mère, ses frères et sœurs, et c'était un enfant donc qui s'ennuyait beaucoup à l'école et qui était quasiment tout le temps dehors. En fait, il était tout le temps, dès qu'il pouvait, il était dehors. Il a grandi à la campagne, il a toujours aimé la campagne. Et il est né en 1904 et au moment de la Grande Guerre, du début de la Grande Guerre, il avait 10 ans et il a assisté, quand il avait cet âge-là, il a assisté à un mouvement de troupes, en fait, un régiment passé par là et lui, donc, il a vu tous ces soldats, toute une cavalerie aussi qui était là et le régiment en question a bivouaqué sur la zone. Et donc, Gabin a sympathisé avec les soldats qui étaient tous très jeunes, en fait. Les premiers conscrits de la guerre de 14 étaient tous très jeunes, venaient tous de la campagne, comme lui, quasiment. Et cet enfant qui s'est proposé d'abord dans un premier temps, en fait, il était là pour ramasser le crottin des chevaux du régiment pour donner dans les fermes avoisinantes. Et les soldats l'ont pris en sympathie. Et quand la troupe a levé le camp pour aller au front, Gabin fuguait. L'enfant Moncorgé, donc parce que Gabin s'appelait Jean-Alexis Moncorgé, a fugué, a suivi les soldats, d'abord à distance et puis après s'est mêlé à la troupe. Et il a passé, je crois, 2 jours avec la troupe avant que les gendarmes ne rejoignent la troupe et découvrent le petit fugueur et le ramènent à la maison. Il était à 2-3 kilomètres, vous dites dans le livre, de la ligne de front. Voilà, cette anecdote est racontée par Gabin lui-même dans l'ouvrage que lui a consacré son ami et ancien attaché de presse, André Brunelin. Et je ne sais pas, après, elle a été jamais corroborée par la suite dans d'autres ouvrages. Est-ce que Gabin a romancé cette partie-là? Il faudrait s'adresser à des historiens, savoir s'il y a eu vraiment le régiment en question qui est passé par Mériel avant de monter au front, mais en tout cas, elle était suffisamment belle, suffisamment romanesque pour me donner envie de commencer l'ouvrage par cette histoire-là, cette anecdote-là. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que par 2 fois, il aura envie comment dire, d'aller voir un peu ce qu'il y a au loin, donc d'être curieux et à ce moment-là, et puis surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où quand il est aux États-Unis, là, il décide à ce moment-là, il a émigré aux États-Unis, il décide à ce moment-là de rejoindre ses camarades pour faire la guerre. Mais entre deux, il y a le cinéma vous l'écrivez, qu'il rentre dans le milieu du cinéma par un pur hasard et il n'en voulait pas et puis il va prendre ça extrêmement au sérieux, il va même acheter des droits de livres pour voilà, participer à des choses et il se passe un truc qui fait que dans la seconde partie de sa carrière, enfin la troisième partie de sa carrière, c'est-à-dire à partir de 55-56 jusqu'en 76, l'année de sa mort, il se passe un truc qui fait que le Gabin qu'on a connu aventurier, courageux, prenant des risques, là, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment pour le coup. D'ailleurs, c'est très drôle parce que dans vos propos, vous dites j'ai longtemps confondu Jean Gabin avec le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est exactement ça. Comment vous pouvez expliquer le fait que Gabin soit devenu. Très souvent, on associait le mot Gabin à cabotinage. Comment vous pouvez l'expliquer ça quand on connaît sa vie? Ça découle d'un très long parcours. D'abord, Gabin n'était pas du tout quelqu'un d'immobile, comme il a pu l'être sur sa fin de carrière, où il jouait avec très très peu d'expression, il parlait très très peu. L'exemple le plus frappant, ça reste sans doute Le Chat de Pierre Granier de Fer, où on l'entend très très peu parler.
dont il partage l'affiche avec Simone Signoret. Gabin, au départ, c'était quelqu'un de très volubile, de très remuant. C'était un acteur bondissant. Il a commencé, avant de faire du cinéma, dans le milieu dans lequel il est rentré complètement par hasard, par d'abord la scène, le musical, le Cafcons et le musical. Il est rentré là, d'ailleurs aussi dans ce milieu-là un peu contre lui, parce que son père était déjà dans la partie, son père aurait voulu que son fils reprenne le flambeau, mais Gabin, c'est quelqu'un qui a toujours aimé être au grand air, qui n'aimait pas du tout le métier de son père, parce que c'est ce métier-là qui l'avait éloigné de lui, et puis le peu de temps qu'il voyait son père quand il était enfant, c'était pour le voir répéter très laborieusement ses textes. Il voyait quelqu'un qui, le soir, apprenait ses récitations comme à l'école, et il ne voulait pas du tout de ce métier-là. Et puis après, son père l'a fait rentrer aux Folies Bergères, un peu à son corps défendant. Gabin pensait qu'il allait se faire jeter rapidement, parce qu'il n'avait pas d'intérêt pour la chose. Et puis finalement, aux Folies Bergères, il y avait déjà beaucoup de filles. Gabin aimait courir les filles. C'était une occupation qui lui permettait d'avoir sa journée de libre pour faire du vélo, pour rester dehors. Et finalement, on lui demandait des choses qui étaient à sa portée, qu'il estimait à sa portée. Donc, il a fait de la figuration. Puis après, on lui a donné des rôles un petit peu plus importants. Et Gabin était chanteur. Avant d'être acteur, c'est quelqu'un qui a été chanteur d'opérette, chanteur de revue, et qui a eu une belle carrière qui s'annonçait dans le musical en tant que chanteur. Et il est arrivé dans le cinéma un peu par hasard, parce qu'à cette époque-là, le cinéma devenait parlant. Et donc, le cinéma s'intéressait aux acteurs capables de chanter. Et donc, Gabin, c'était quelqu'un qui occupait qui avait appris le métier de sorte à parler à un auditoire très large, dans des salles très grandes. Et il s'est retrouvé devant des caméras où il fallait faire tout le contraire, parce que si on portait ses effets devant une caméra, tous les effets sont démultipliés. Il a dû apprendre en l'espace de 5 ans et une vingtaine de films, en fait, à complètement gommer tous ses effets, à jouer de l'intérieur, alors qu'on lui demandait tout le contraire sur le musical. Il fallait vraiment être exubérant sur le musical pour tenir le public. Là, il a fallu qu'il fasse confiance à la caméra, qu'il gomme tous ses effets. C'est comme si on demandait en fait à un joueur de tennis de devenir joueur de ping-pong. Il a fallu qu'il gomme tout ce qu'il savait faire, en fait, pour apprendre un nouveau métier, c'est-à-dire jouer devant une caméra. Et c'est au contact de réalisateurs, parmi lesquels Julien Duvivier, sur lequel on reviendra peut-être, qu'il a compris ce qu'était qu'une caméra, la technique, qui a compris que son corps n'était pas filmé de la même façon selon qu'on utilisait certains types de focales, et qui a compris c'est l'acteur français qui a compris le premier le langage cinématographique et qui a joué en conséquence. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais pas mettre d'effet dans mon jeu, c'est la caméra qui va s'en charger pour moi. Et donc, il était déjà, c'est quelqu'un qui faisait pas beaucoup d'effets. Déjà, dès le départ, dans les années 30, quand il a commencé le cinéma, à partir de la seconde moitié des années 30, il avait trouvé son jeu. Et il bougeait assez peu, il parlait assez peu. Et après, avec le temps, avec l'âge venant, et puis une certaine stature venant, parce qu'avec l'âge, il a pris l'embonpoint. On pourra voir par la suite, après, pourquoi aussi il a pris cet embonpoint. Il a été amené à jouer des figures autoritaires, des gens qui en imposent par la présence. Et plus il l'en imposait par sa présence, et moins il jouait, en fait. Moins il est devenu de plus en plus mutique. Et ça, c'est vraiment ce qui a caractérisé son jeu à partir du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Il s'est vraiment reposé sur cette manière de jouer. Mais donc, ça a vraiment découlé d'un très, très long parcours. Et là, je vous parle que de la partie acteur, parce qu'après, il a vécu des choses en tant qu'homme qui ont fait qu'il a aussi changé sa manière de jouer, changé son regard sur le monde et sur les hommes en particulier.
Oui, entre 1939 et 1954, il y a ce que vous écrivez, les 15 ans de traversée du désert. Avec aussi, bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que c'est une espèce de revanche sur ce qu'il a vécu pendant ces 15 années de traversée du désert, le fait que de dire maintenant, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, je reviens sur scène, et comme je fais ce que je veux, comment dire, je ne prends plus de risques. Donc, et donc être dans cette situation-là. Il faut savoir que avant m'appelle maintenant. Et dès la deuxième partie des années 30, il faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il choisissait ses sujets, il choisissait les metteurs en scène avec lesquels il avait envie de travailler. Il était déjà comme ça. On parle là de 1935 avec la Bandera. Il avait 31 ans. Et ce dont il a beaucoup souffert, c'est qu'au lendemain de la guerre, donc il y a eu un rendez-vous raté sur lequel on reviendra peut-être avec Marcel Carné et Jacques Prévert. Il s'est retrouvé avec un emploi qu'il ne pouvait plus occuper parce que la guerre l'avait vieilli, l'avait marqué physiquement. Il a mis un temps à comprendre qu'il ne pouvait plus occuper ce genre d'emploi et qu'il a fallu s'en créer un autre. Donc, quand il a compris ça, il s'est mis à changer physiquement, à prendre du poids, à prendre de l'assise pour pouvoir occuper des emplois, ce qu'on appelle des emplois d'autorité. Et parallèlement à ça, à cette activité, à son métier d'acteur, il y a une chose très importante aussi qui a conditionné sa manière de jouer et sa manière de monter des films dans la seconde partie des années 50, c'est qu'il a développé, dès le début des années 50, il a acheté des terres et il est devenu éleveur, exploitant d'une propriété agricole, la Pichonnière dans l'Orne. Et en fait, dès lors, ses choix, sa manière de penser sa carrière, c'était d'abord pour faire marcher son activité agricole. Il choisissait, quand il est revenu au succès, il a signé des contrats avec des producteurs sur plusieurs années qui lui garantissaient un cachet versé sous forme de traite à échéance fixe pour pouvoir faire face à ses dépenses pour sa société agricole. Et donc, du coup, c'est un peu à la manière de Robert De Niro quand il a acquis son restaurant à Tribeca. Il a arrêté la prise de risque. C'est-à-dire qu'il a d'abord assuré ses cachets, assuré une certaine manière de faire ses films qui plaisait à un public qui le suivait alors. Il a d'abord pensé sa carrière sur la fin de sa vie de manière à avoir des revenus pour son exploitation agricole. Et donc, du coup, il avait son équipe attitrée, ses auteurs attitrés. On y reviendra aussi peut-être. Et du coup, c'était beaucoup plus rigide, surtout sur la fin des années 50, début des années 60. C'était un cinéma très rigide sur lequel la jeune garde des cahiers du cinéma a tiré à boulet rouge. Un cinéma très académique où tout était centré autour de lui. Et ça a duré, ça a perduré jusqu'à son dernier film, L'Année Sainte. Dans les années 30, quand on voit la série de films à partir de 35 jusqu'en 39, une série de chefs-d'œuvre incroyables, je crois que d'ailleurs c'est le seul acteur français qui a enchaîné comme ça autant de chefs-d'œuvre en si peu de temps. Quand on voit le personnage récurrent qu'il incarnait, les films dans lesquels il jouait, les auteurs avec qui il jouait sous la direction de certains auteurs, c'était un cinéma qui avait aussi l'avènement du Front populaire. Donc c'était une France qui était passée à gauche, et il y avait un peu de cela aussi dans les films dans lesquels jouait Gabin. Et quand on le voit dans les films dans les années 60 et jusqu'en 76, le personnage qu'il joue, là, il est beaucoup plus réactionnaire, conservateur, anti-jeune, etc. etc. C'est une autre France. Tout cela, je ne l'invente pas, c'est ce qui lui a été reproché. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans le livre. La question est très simple. Est-ce que ça a été quelqu'un qui, à un moment dans sa vie, était préoccupé par la politique et donc par la société, par la France? Il a toujours suivi la politique d'un air goguenard. Il n'a jamais été
Il suivait, il se sentait proche du peuple, c'était quelqu'un de proche du peuple, mais il ne se sentait pas forcément proche des politiques qui se disaient proches du peuple. Quand Jean Renoir l'amenait au meeting du Front Populaire et que Jean Renoir se disait communiste, ça le faisait sourire, ça le faisait marrer, à plus forte raison quand Jean Renoir ensuite a demandé la nationalité américaine. Il s'est toujours tenu à l'écart de ça, et même il n'avait pas spécialement non plus de sympathie pour le général de Gaulle, même s'il s'est engagé à ses côtés pour défendre la patrie. Et il n'a pas soutenu aucun homme politique. Il était peut-être pas un art de droite comme se disait Audiard, mais il se désintéressait de la chose, quoi. Il était devenu cynique, désabusé vis-à-vis des hommes, mais on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment intéressé à la politique. Et puis pour en revenir à cette dichotomie entre le héros de gauche des années Front Populaire et ce personnage un peu droitisant des années 60, c'est toute la population quasiment qui était de gauche dans les années 30 avait l'état d'esprit de Jean Gabin dans les années 60. Ils voyaient la modernité, ces gens qui couchaient un peu à droite, à gauche, les étudiants contestataires, tout ça, ils voyaient tout ça d'un mauvais œil. C'était pas... C'est toute cette classe d'âge-là de ces années 30 qui a un peu viré vers la droite avec l'âge, ce qu'on retrouve souvent, même encore aujourd'hui, avec les gens qui vieillissent, qui se voient de gauche quand ils sont jeunes et puis qui votent à droite une fois qu'ils arrivent à l'âge de la retraite. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que qu'on le veuille ou non, et vous l'écrivez dans le livre, et vous en avez parlé au début de l'émission, c'est qu'on le veuille ou non, le jeu de Gabin dans les années 30, pardon, avec le recul, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2021, quand on le voit, ce jeu, il est extrêmement moderne. Il a inventé un jeu moderne. Ah oui, c'était en fait, il jouait naturel, c'est ce que j'explique dans le bouquin, il jouait naturel Ouais. quand tout le monde jouait théâtre. Quand le cinéma parlant est arrivé, on a débauché les acteurs de théâtre. Il fallait des acteurs qui savent parler. Il y avait beaucoup d'acteurs du muet en fait qui ont été poussés vers la sortie parce qu'ils avaient soit un accent roumain ou soit on est allé chercher les acteurs et du musical, enfin les chanteurs acteurs du musical et les acteurs de théâtre. Mais personne, ont mis du temps d'abord par l'intermédiaire d'une caméra, et c'est le premier qui a compris ça, qui a compris qu'il ne s'adressait pas à un public, mais s'adressait à un objet, à un appareil. Et Gabin, donc, du coup, a joué très vite. Il a joué très vite naturel, en fait, sans effet, parce qu'il savait d'une part que c'était la caméra qui allait apporter l'émotion, et le montage aussi. Il a compris également que le montage, il suffisait par la manière dont le réalisateur allait monter le film, que l'émotion allait être suscitée par le montage et qu'il n'avait pas forcément besoin de donner l'intention, que c'était le montage qui allait donner l'intention du jeu. Tout ça, Gabin l'avait compris dès les années 30, dès la deuxième partie des années 30, il savait déjà à quoi s'en tenir sur la technique. C'était un animal de technique, Gabin. Dans le livre, il y a un moment, je vais prendre le temps de le lire si je retrouve. Alors, excusez-moi, voilà. Je vous en prie. Voilà. C'est le chapitre sur le drapeau noir flotte sur la marmite, qui est aussi le titre, je crois que c'était le titre d'un film, c'est un film de Audiard, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'était une expression de Gabin, ça. Oui, parce que c'est ça, bon, on va pas parler d'Audiard, mais un petit peu quand même, mais bon, c'est vrai qu'il avait tendance à prendre beaucoup, à piquer comme ça des mots, des phrases de Blier, et en l'occurrence énormément de Gabin. Et donc, à un moment, vous écrivez... ah oui, page 59. Alors, le héros tragique ne paye plus, la mode n'est plus au réalisme poétique, mais à l'existentialisme, avec ses personnages urbains.
et sophistiqué au physique d'intellectuel à milieu des carrures rablées du prolétariat. Gérard Philippe et Daniel Gélin, acteurs frêles et élancés, ont désormais les faveurs des spectatrices parce qu'il s'est entêté pendant l'entre-deux-guerres à ne vouloir tourner qu'avec les mêmes réalisateurs, Julien Duvivier, Marcel Carné, Jean Renoir, Jean Grémillon. Refusant toute nouvelle collaboration, l'acteur s'est coupé de toute la génération de metteurs en scène éclose lors de la décennie précédente, Caillatte, Clouzot, Christian Jacques, etc. Oui, à partir de 44 jusqu'en 54, il avait donc la possibilité s'il avait mis un peu d'eau dans son vin, il avait la possibilité de jouer avec cette nouvelle. Il avait peur, finalement. En fait, il avait vraiment peur de la nouveauté. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Il avait, au lendemain de la guerre, quand il est revenu, bon, déjà, la France avait considérablement changé. Il a tardé à en prendre la mesure de ce changement. Et puis, il n'avait pas compris également que son physique avait changé. Et il a mis du temps à comprendre tout ça. Il a essayé de renouer avec le personnage, le héros tragique qu'il a occupé avec les réalisateurs que vous avez cités. Il avait relancé Martin Roumaniac, un film avec Marlène Dietrich qui n'a pas du tout marché. Et après, à partir de là, il a enchaîné, il a eu cet échec-là. Il a enchaîné un autre échec avec Au-delà des grilles, un film tourné par René Clément en Italie, toujours pareil, avec un peu la trame de la Bandera, un homme en fuite qui vient dans une ville qu'il ne connaît pas, qui s'amourage d'une personne sur place et tout finit mal. Et à partir de là, en fait, il n'avait plus la carte. Il avait besoin de jouer, mais c'était plus lui qui initiait les projets. En fait, on lui proposait des choses, il disait oui ou non, mais c'était plus lui qui était à l'initiative des projets. Donc, à partir de là, en fait, il a fallu qu'il mange, qu'il travaille, et du coup, sur cette période qui a un petit peu été sa traversée du désert jusqu'à Touchez pas au Grisby, il a enchaîné toute une série de films et ça a été un peu un laboratoire pour lui parce qu'il a enchaîné des films très différents, quelquefois des exercices de style au niveau du jeu. Il joue par exemple un aveugle dans La Nuit, mon royaume. Il joue dans un film fantastique italien où il a un accident de la circulation, il est envoyé au purgatoire et puis on lui dit vous avez 24 heures on vous laisse revenir 24 heures pour faire le bien sur Terre et si vous y parvenez, vous garderez votre place sur Terre. Il a joué dans des films gonflés, enfin des films audacieux, des films un peu plus mineurs, mais en fait, il prenait ce qu'on lui proposait, en fait. Et ce qu'il a eu du mal aussi à accepter, c'est que c'était plus lui le premier rôle. Il était le faire-valoir. Il a été, par exemple, le faire-valoir de Daniel Darieux dans La vérité sur Bébé Donge, de Michel Morgan dans Une minute de vérité. Et c'était plus vraiment lui qui portait l'affiche à cette période-là. Et pour quelqu'un qui jusqu'alors initiait les projets, qui en plus avait été allé au combat pour défendre la patrie, il s'est trouvé devant très peu de reconnaissance. En fait, dans la seconde partie des années 40, après-guerre, il s'est dit... Mais il l'a pas cherché, il n'en a pas cherché des reconnaissances. Parce que vous écrivez que lors du défilé, on lui a proposé d'en faire partie, il a dit non. Non, oui, tout à fait. Donc, Oui, non, il cherchait pas les honneurs. En fait, il s'est vraiment engagé pour pouvoir se regarder dans une glace. C'est vraiment, c'était entre lui et sa conscience, hein, cet engagement-là. C'était pas pour se faire bien voir du tout. C'était vraiment, et il n'a pas cherché à se faire valoir de ça après son retour de la guerre, hein, loin s'en faut. Mais par contre, il a pris acte que, en fait, le public l'avait plus ou moins oublié, que, on venait pas vers lui. Le cinéma français s'était reconstruit. Il y a eu aussi une grosse période d'épuration où il y a eu des producteurs, des réalisateurs écartés, des acteurs écartés. Robert Le Vigan qui a dû prendre l'exil pour collaborationnisme et antisémitisme. Le paysage cinématographique français a considérablement changé entre la veille de la guerre et l'immédiate après-guerre.
Et lui, il a fallu qu'il se refasse une place dans ce cinéma-là, avec en plus un physique qui avait changé. Donc ça a mis du temps, et du coup, on lui proposait des choses que d'autres acteurs avaient refusées avant lui. Par exemple, le film qui a permis son retour au devant de la scène, Touchez pas au Grisby, le producteur, je crois que c'était Robert Dorfman, n'avait pas pensé à Jacques Becker, et Robert Dorfman n'avaient pas pensé à lui en premier lieu. Ils avaient pensé, je crois, à Daniel Gélin. Daniel Gélin s'est désisté, et tous les amis de Jacques Becker lui ont dit prends Gabin, c'est une histoire taillée pour Jean Gabin. Et c'est ça qui lui a permis de renouer avec le succès. Mais il a eu un moment un peu délicat où il a mangé son pain noir, et cette période-là, et lui, il a appelé cette période-là la période où le drapeau noir flottait sur la marmite, quoi. Il fallait bien manger avec ce qu'on lui proposait. Par curiosité, qu'est-ce qu'il en pensait de la nouvelle vague? Parce qu'ils ont été sacrément... Ah, ils l'ont pas lâché, la nouvelle Jean Gabin. Même si on sait maintenant que Truffaut avait... Enfin, Truffaut ou Godard, je ne sais plus. Non, Truffaut, je crois, avait très envie de travailler avec Gabin vers la fin des années 60, début 70. Et que Godard avait un projet avec Audiard. Mais qu'est-ce que lui, il en pensait de ça, de cette jeunesse théorique? Déjà, la particularité de la nouvelle vague, c'est que la nouvelle vague l'a jamais attaqué directement, Gabin. Ils ont attaqué un système de montage de films. Je pense à l'article de François Truffaut, une certaine tendance du cinéma français, qui a un peu défini la politique de la nouvelle vague. C'était un cinéma assez sclérosé, très corporatiste, un cinéma de studio, où il était très difficile pour un nouveau venu de se faire une place. C'est un peu ce cinéma-là sur lequel les jeunes Turcs de la nouvelle vague décriaient dans leurs articles. Et Gabin, c'était un pur produit de ce cinéma-là. Il tournait avec Jean Delannoy, avec Le Chanois, avec Claude Autant-Lara à cette époque-là, qui étaient des gens un petit peu méprisés par la nouvelle vague. Et Gabin, lui, il disait, écoutez, en gros, sa manière de penser, c'était, si vous êtes si malin, on va voir ce que le public pense de vos films. Et puis, vous voyez que les films de la nouvelle vague, à part quelques-uns, n'ont pas spécialement marché. Non. Il était assez goguenard vis-à-vis de ce mouvement-là. Et puis, il disait, il était un peu comme ça, Gabin. Il n'en a pas conçu plus d'amertume qu'il n'en avait déjà à l'époque. C'était à partir du moment où il travaillait, qu'il avait les faveurs du public pour les auteurs et les metteurs en scène qu'il défendait. C'était ça a vu glisser un peu comme eux sur les plumes d'un canard, quoi. C'est exactement ça. Mais comment vous pouvez expliquer que aujourd'hui, que cela soit notre génération ou alors les générations après la nôtre, celles qui ont 20 ans ou 30 ans, ça m'avait frappé avec la mort de Belmondo surtout. On parlait beaucoup plus de Bébel, donc c'est-à-dire les années, le milieu des années 70 jusqu'aux années 90, et très peu de ce qu'il avait fait dans les années 60, alors que peut-être que la filmographie, la partie la plus intéressante de la filmographie de Belmondo, c'est surtout les années, selon moi, c'est les années 60, jusqu'à 73-74, la plus risquée. Comment vous pouvez expliquer que aujourd'hui, quand on dit Gabin, on pense, alors peut-être que je me trompe, on pense moins aux années 30, c'est-à-dire une série de films incroyables. On pense davantage aux années 60, c'est-à-dire Un singe en hiver, les films d'Audiard, des choses comme ça, et Le Pacha, tout ça. C'est quelque chose, je vous avouerai, j'ai du mal à le comprendre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. D'une manière générale, on a tendance à vite oublier le cinéma d'avant-guerre. C'est un cinéma qui est vite oublié. Audiard, c'est un nom qui parle. Il a eu énormément de succès, très populaire. Et la période Audiard-Gabin est souvent rediffusée à la télévision. Je pense au Président, effectivement, à Saint-Jean-Hiver, Les Grandes Familles. Président, La Traversée de Paris, surtout ça. La Traversée de Paris, je crois que c'est pas Audiard, mais cette période-là, effectivement, c'est populaire. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Et c'est vraiment...
c'est l'âge d'or de Gabin, en fait, ce qu'il appelait lui-même son palmarès, là, ce que vous évoquez là dans la seconde partie des années 30, ces films avec Renoir, Carnet-Prévert, Grémillon, tous ces Duvivier. gens-là, oui, ils ont tendance à un petit peu disparaître dans la mémoire des Français, alors il y a des films qui restent épatants. La Bandera, ça reste un film épatant. La Grande Illusion, que dire de La Grande Illusion, c'est un monument. La belle équipe, avec ses deux La Belle fins, Équipe, c'est fascinant. c'est regrettable, mais bon, ainsi va le cinéma, c'est comme ça. Il y a des films qui restent et d'autres qui s'effacent dans la mémoire des Français. C'est comme ça. Personnellement, moi, je vois un film un peu culte comme Un singe en hiver. J'aime pas Oui, tellement, moi, ce film-là. Je trouve que enfin, Gabin et Belmondo ne sortent pas de leur zone de confort dans ce film-là. Je préfère des films un peu, pas forcément plus connus. J'aime beaucoup Des gens sans importance d'Henri Verneuil, où Gabin fait un chauffeur routier parce qu'il est épatant de vérité dans ce film-là. C'est d'ailleurs ce film-là, Des gens sans importance, de Henri Verneuil, où il joue un chauffeur routier qui s'amourache d'une serveuse d'un restaurant routier, qui m'a donné vraiment envie de réviser mon jugement sur Jean Gabin, parce que ce film-là est épatant, quoi. Il raconte un moment de la vie, un moment d'histoire de France, quoi, à travers cette vie de chauffeur routier qui est complètement éloigné de sa femme et de ses enfants, et qui comme ça, vit quelques instants d'amour sur son trajet entre, je sais pas, du côté de Brive et Paris. J'aime beaucoup plus des films comme ça, ou Razzia sur la Chenouf, des films un petit peu moins connus que les films d'Audiard, la période d'Audiard. Il y a de grands morceaux de bravoure, hein. La tirade du président à l'Assemblée, c'est un grand moment de cinéma, mais je trouve ça un peu plus mécanique, cette période-là. C'est hmm. pas forcément la période qui me plaît le plus chez Jean Gabin. Il y a des moments comme ça, des fulgurances, c'est vrai, vous avez raison, je pense par exemple à Rue des Prairies de la Patelière, où il explique comment Dialogué il par faut Audiard. monter, Mhm. dialoguer par Audiard, où il explique comment Ouais, il faut prendre le col, et là ouais. là on sent qu'on l'a perdu, et c'est bien parce qu'on a besoin de on a besoin de ça en fait, de le voir se perdre, et il y a des petits, c'est vrai qu'il y a des petits moments comme ça. Alors, dernière question, je suis pas très inventive hein, dans ma question, je vais vous copier. Hein. C'est-à-dire que on va tout finir par des chansons. Oui, Le dernier dernier chapitre. chapitre du livre. Mhm. Et bon, vous l'expliquez pour quelle raison, mais c'est intéressant de savoir que, en plus de cela, le titre du bouquin, c'est Maintenant je sais, c'est en référence à une chanson extrêmement connue, enfin, je crois que c'était la dernière chanson qu'il ait chantée, je crois, avant Son sa mort. dernier 45 tours, oui. Son dernier 45 tours, qui a été parodié, etc. Mais en tout cas, tout le monde connaît cette chanson. Et oui, c'est ça, c'est ça. Pourquoi rappeler que Gabin, c'était d'abord aussi quelqu'un qui vient du musical. Et c'est très important ce que vous dites en disant que le musical a été un endroit important à une époque du XXe siècle. Et j'ai envie même de vous dire que ça a donné aussi beaucoup de très bons acteurs et actrices dans les années 50, 60, comme Serrault, comme Poiret, tous Ça a ces gens-là. été le musical dans les années 30, ça a été un petit peu le vivier du cinéma français des années 30, comme le théâtre de... C'est le Jamel Comedy Club en quelque sorte Ouais, avant c'est l'heure. ça, comme le théâtre Grenier-Husneau a été le Oui, vivier du cinéma des années 70. exactement. Et la particularité de Gabin, c'est qu'il a eu du flair sans le savoir. C'est que qui aurait pu dire que le musical allait complètement presque disparaître au début des années 30 pour laisser la place au cinéma? Parce que au début des années 30, le cinéma, ça reste un art forain. Hmm. On lui prédit une fin rapide quand il se met au parlant. On ne pense pas que ça va marcher. C'est un art qui, enfin, les gens vont au cinéma, hein, mais ils vont beaucoup plus au musical. Et sacrifier sa carrière au musical pour aller au cinéma, c'est un pari très risqué que fait Gabin début des années 30, et il va le faire de manière radicale. C'est-à-dire que à partir du moment où il se met à tourner les essais pour les studios de Pathé, et qui fait ses premiers films, il ne reviendra plus du tout au musical.
il refera une apparition sur scène dans une pièce de théâtre en 1949, un peu comme un défi, et puis pour montrer qu'il existe toujours en tant que professionnel. Mais il va complètement tourner le dos au musical et il va avoir un flair incroyable parce que c'est une attraction qui va un peu, enfin qui va être supplantée par le cinéma et à tel point que la plupart des grandes salles de musical ensuite vont devenir des salles de cinéma. Je pense, je crois que le Moulin Rouge à l'époque devient une salle de cinéma. Je crois que c'est racheté par Nathan, il me semble, et d'autres salles vont devenir des salles de cinéma et certaines jusqu'à tard, hein, certaines sont redevenues des salles de spectacle depuis, mais le cinéma va grignoter le musical en fait en rachetant le cinéma avait besoin de grandes salles, de grands espaces et les salles de musical s'y prêtaient bien. Et Gabin a eu un flair incroyable de préférer le cinéma au musical alors qu'une carrière prometteuse s'ouvrait à lui dans le musical. Et c'est quelqu'un qui a toujours aimé la chanson, Gabin. Il adorait chanter. C'était pas quelque chose de surprenant dans les années 30 parce que toute la France aimait la chanson. C'était un peuple qui chantait. Dans le cinéma de cette époque-là, il n'y avait pas un film qui sortait sans une ou deux chansons. C'est quelqu'un qui a toujours aimé chanter. Après, la mode a changé. Il n'y avait plus vraiment de chansons dans le cinéma, à part des films musicaux. Mais c'est toujours quelque chose qui a plu à Gabin. Il a toujours aimé la chanson. Il a toujours beaucoup d'estime pour les chanteurs. Et c'est quelqu'un qui a chanté et qui a connu le métier de chanteur. Parce que quand il avait du mal à faire bouillir la marmite, justement dans les années 30, quand il n'était pas embauché dans une revue, il essayait, il imitait Maurice Chevalier, il présentait des tours de chant dans des petites salles de banlieue. Et c'était pour lui, c'était un baptême du feu que se frotter à un public de banlieue très difficile où il devait convaincre avec de la chanson, quoi. Il a vraiment tenu la scène juste en chantant. C'est quelqu'un qui a commencé comme ça avant de devenir très peu bavard en fait, et qui est revenu un peu par hasard avec ce 45 tours qui est paru en 1974, qui est retourné en studio pour jouer juste ce 45 tours face à un texte. C'est pas un texte chanté, ou enfin très peu chanté, hein, il chante très peu dans Maintenant je sais. C'est un texte parlé, ce qu'on appelle du talk cover, un texte écrit par Jean-Loup Dabadi. Sur un thème un peu repompé aux feuilles mortes, à l'ère de Joseph Cosma. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais ouvrir et clore avec cette histoire de Gabin chanteur, parce que c'est quelque chose qui a vraiment occupé sa vie. Quand à la fin d'un repas, il aimait bien chanter, ça a vraiment occupé un pan important de sa vie. Et ça, les gens qui voient les films de Gabin, surtout Gabin vieux, ne le savent pas forcément. C'était bien de le rappeler. Et c'est pour ça qu'il faut voir La Belle Équipe. Parce que quand Oui. on l'entend chanter, quand on se promène au bord de l'eau, je ne connais personne qui n'a pas un petit frisson comme ça qui parcourt. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mais je sais que vous savez, j'en suis persuadé, c'est que il avait été invité dans les années 70, je crois, dans une émission de Jacques Chancel, et il y avait Belmondo, il y avait Arletty, il y avait Louis Seigné. Puis il y a un moment, je crois, qu'on essaie de lui faire chanter quand on se promène au bord de l'eau, et il dit non, 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 c'est terminé tout ça. Il refuse. Et c'est assez troublant. Il y a aussi La Grande Illusion, où il y a ce petit clin d'œil, le film s'ouvre sur Froufrou, où il chante Froufrou, un petit clin d'œil comme ça qui était assez sympathique. Je répète donc, c'est Jean Gabin, Maintenant je sais, Sébastien Jiménez, c'est édité chez Capricci dans la collection Stories. On n'a pas tout dit sur Gabin, il y a encore plein de choses à dire, c'est pour ça qu'il faut vous procurer le livre, ça c'est important, et puis surtout revoir les films, voir ou revoir les films. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une question très 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 basique, mais c'est pas grave. Votre film préféré avec Gabin, c'est quoi? C'est lequel? Bah, s'il fallait en retenir qu'un, moi j'adore Le Chat avec Simone Signoret, Ouais. pour tout ce qu'il raconte de cette époque-là, mais bon, il y en a d'autres. Je vous parlais des gens sans importance, Razia sur la Chenouf que j'aime beaucoup, La Bandera que j'aime beaucoup. Après, période dialoguée par Pascal Jardin, j'aime bien Sous le signe du taureau, qui est un film un peu oublié, mais Connu, bon, ouais.
s'il fallait en voir un, moi, enfin un que je revois beaucoup avec beaucoup de plaisir, c'est Le Chat, qui m'épate, que je trouve épatant, quoi. Espèce de film de chambre, un peu comme Le jour se lève, qui est aussi mon préféré d'ailleurs. Voilà. Très 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 beau. Là, une petite anecdote incroyable, c'est qu'il y avait une scène extraordinaire de monologue où il doit s'énerver. Il avait tellement du mal à le faire il s'est fait aider par l'alcool, et donc comme il était dans un état second, il a réussi à. Je pense que vous disiez, et après je vous laisse tranquille, mais vous disiez qu'il y a beaucoup de films, malheureusement, enfin la deuxième partie des années 30 est malheureusement oubliée, mais il y a encore des gens comme vous, par exemple, qui prennent le temps d'écrire des livres pour rappeler que c'était une période aussi importante. Merci beaucoup Sébastien Jiménez. Merci de m'avoir reçu. Et à très vite, comme on dit. Générique, c'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.